Chaque matin, à 5 heures précises, 12 hommes nus descendaient les marches de marbre vers une baignoire remplie d'eau parfumée où les attendait leur maîtresse, complètement dévêtue. Ce rituel a duré 7 ans dans l'une des plus riches demeures de Savannah, en Géorgie, et personne n'en a jamais parlé publiquement. Jusqu'à ce qu'un journal intime soit découvert en 1983, caché derrière un mur de la cave. Abonnez-vous maintenant et commentez de quelle ville vous nous écoutez. Cette histoire va vous glacer le sang. L'histoire commence en 1842, dans le quartier le plus prestigieux de Savannah, cette ville portuaire du sud des États-Unis, où la richesse du coton coulait comme l'eau des fontaines dans les jardins privés. Les grandes maisons géorgiennes se dressaient majestueuses le long de rues ombragées par des chênes centenaires drapés de mousse espagnole. C'était un monde de façades impeccables, de politesse excessive et de secrets enterrés sous des couches de respectabilité. La demeure Caldwell occupait tout un pâté de maisons sur Madison Square. 3 étages de briques rouges, des colonnes blanches imposantes, des balcons en fer forgé d'une finesse remarquable. Les jardins s'étendaient sur près d'1 hectare, entourés de murs de 2,50 m qui protégeaient l'intimité de cette famille qui comptait parmi les plus influentes de la région. On disait que le patriarche, Nathaniel Caldwell, possédait 6 plantations de coton et contrôlait une partie substantielle du commerce maritime avec l'Europe. Mais Nathaniel était mort brutalement en 1841 d'une chute de cheval lors d'une partie de chasse. Sa veuve, Virginie Caldwell, née Beaufort, avait hérité de l'intégralité de sa fortune. Elle avait alors 34 ans, une beauté austère qui rappelait les portraits de la noblesse française, et une réputation de femme pieuse et charitable. Chaque dimanche, on la voyait à l'église presbytérienne, vêtue de noir, accompagnée de sa dame de compagnie et de 2 serviteurs en livrée impeccable. Ce que personne ne savait, c'est qu'à l'intérieur de cette demeure régnait un ordre très particulier. Un ordre qui échappait complètement aux conventions de l'époque, aux lois morales et même aux lois de l'État de Géorgie. La propriété comptait exactement 37 personnes asservies. Nathaniel les avait acquis au fil des années, certains directement d'Afrique, d'autres nés sur ses plantations. Après sa mort, Virginie avait fait transférer 12 hommes spécifiquement choisis vers la résidence principale de Savannah. Ils avaient entre 18 et 32 ans, tous d'une constitution physique remarquable, tous en parfaite santé. Leurs noms figuraient dans un registre privé que Virginie conservait dans un coffre de sa chambre. Samuel, Isaac, Josia, Daniel, Elijah, Benjamin, Thomas, Jacob, Nathanaël, Silas, Ézéchiel et Moses. Ces 12 hommes ne travaillaient jamais au champ. Ils ne servaient jamais à table. Ils n'effectuaient aucune des tâches habituelles dévolues aux personnes asservies. Leur existence semblait mystérieuse même aux yeux des autres domestiques de la maison. Ils logeaient dans une aile séparée, au sous-sol, dans des chambres individuelles inhabituellement propres et spacieuses pour des quartiers d'esclaves. Ils recevaient 3 repas complets par jour, de la viande fraîche, du pain de qualité, des légumes variés. Leurs vêtements, bien que simples, étaient toujours neufs et bien ajustés. Et chaque matin, avant l'aube, commençait le rituel. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se déroulait dans la demeure Caldwell, il faut saisir le contexte social de Savannah à cette époque. La ville vivait au rythme de l'économie esclavagiste. Le port bruissait d'activité, les navires déchargeaient des marchandises venues d'Europe et chargeaient des balles de coton destinées aux manufactures textiles de Manchester et de Lyon. Les grandes familles blanches formaient une société fermée, régie par des codes stricts de bienséance et d'honneur. Les femmes de la haute société, surtout les veuves, étaient censées vivre dans une réserve absolue. Elles devaient gérer leurs propriétés avec l'aide d'hommes de confiance, des avocats, des gestionnaires, des contremaîtres. Elles assistaient à des œuvres de charité, organisaient des réceptions très codifiées, et surtout, elles préservaient leur réputation avec une vigilance obsessionnelle. La moindre rumeur de comportement inapproprié pouvait détruire une famille entière socialement. Virginie Caldwell maîtrisait parfaitement ces codes en apparence.
Elle recevait les dames de la société tous les mercredis après-midi dans son salon tapissé de soie française. Elle donnait généreusement aux orphelinats et aux missions presbytériennes. Elle correspondait avec ses cousins de Charleston et de la Nouvelle-Orléans, maintenant ainsi les liens familiaux essentiels au maintien du statut social. Ces lettres, retrouvées plus tard dans les archives familiales, révélaient une écriture élégante, un vocabulaire raffiné, des préoccupations parfaitement conventionnelles concernant le bien-être de ses proches et la gestion de ses affaires. Mais derrière cette façade irréprochable, Virginie vivait selon des règles entièrement différentes. Des règles qu'elle avait elle-même établies et qu'elle imposait avec une autorité absolue. La structure de la maison elle-même facilitait cette double existence. Le rez-de-chaussée accueillait les espaces publics. Le grand salon, la salle à manger, le bureau où Virginie recevait ses gestionnaires, la bibliothèque où elle lisait ostensiblement des ouvrages religieux et des classiques français. Le premier étage abritait les chambres d'invités, rarement utilisées, et les appartements de Virginie. Le deuxième étage servait de grenier et de réserve. Mais c'était le sous-sol qui constituait le cœur véritable de cette demeure. Le sous-sol avait été considérablement agrandi et rénové durant les 6 premiers mois suivant la mort de Nathaniel. Virginie avait fait venir des ouvriers de Charleston, des hommes qui ne connaissaient personne à Savannah et qui repartaient immédiatement après avoir terminé leur travail. Elle avait payé des sommes considérables pour garantir leur discrétion. Ces hommes avaient creusé plus profondément dans la terre rouge de Géorgie, avaient construit des murs épais en pierre, avaient installé un système de ventilation ingénieux qui empêchait l'humidité et permettait une circulation d'air constante. Au centre de ce sous-sol rénové se trouvait une pièce d'environ 15 mètres sur 10. Les murs étaient recouverts de carreaux de faïence blanche importés de France. Le sol, légèrement incliné vers un système de drainage, était fait de marbre gris veiné de blanc. Des lampes à huile en cuivre étaient suspendues au plafond selon un motif géométrique précis. Et au centre exact de la pièce trônait une baignoire monumentale. Cette baignoire n'était pas un objet ordinaire. Elle avait été fabriquée sur mesure en marbre de Carrare, commandée directement à un sculpteur italien dont le nom apparaissait dans les registres financiers de Virginie, Lorenzo Vincenti. La baignoire mesurait 4 mètres de long sur 2,50 mètres de large et 1,20 m de profondeur. Ses bords étaient sculptés de motifs végétaux d'une délicatesse extraordinaire, des feuilles de laurier entrelacées avec des roses et des vignes. Aux 4 coins, des têtes de lion servaient de gargouilles d'où l'eau pouvait s'écouler. Le fond de la baignoire présentait une mosaïque complexe, représentant des scènes mythologiques que personne n'a jamais pu identifier avec certitude, car personne d'extérieur à la famille n'a jamais été autorisé à voir cette pièce de son vivant. Le système d'approvisionnement en eau était lui aussi remarquable pour l'époque. Des réservoirs chauffés par des feux entretenus toute la nuit permettaient d'avoir de l'eau à température idéale dès l'aube. Un réseau de tuyaux en cuivre, cachés dans les murs, amenait cette eau directement dans la baignoire. Le remplissage prenait exactement 45 minutes et devait être terminé avant 5 heures du matin. Cette responsabilité incombait à un homme nommé Abraham, le plus âgé des personnes asservies de la maison, qui n'avait jamais participé au rituel lui-même, mais qui en connaissait tous les détails pratiques. Abraham avait commencé à tenir un journal en secret en 1843. Il avait appris à lire et écrire clandestinement des années auparavant, un crime passible de punition sévère dans le sud esclavagiste. Ce journal, écrit sur des pages volées dans des registres comptables, cachés derrière une pierre descellée dans le mur de sa chambre, constitue aujourd'hui le témoignage le plus détaillé de ce qui se déroulait dans la demeure Caldwell. C'est ce journal qui a été découvert en 1983, lors de travaux de démolition de la maison, devenue alors une pension de famille délabrée. Le premier rituel eut lieu le 15 mars 1842. Exactement 1 an après la mort de Nathaniel Caldwell. Abraham le note dans son journal avec une précision troublante. Il écrit « Ce matin, la maîtresse a commencé.
J'ai vu la peur dans les yeux des 12. J'ai entendu ses ordres. J'ai compris que rien ne serait plus jamais comme avant. La veille au soir, Virginie avait convoqué les 12 hommes dans la pièce aux carreaux blancs. C'était la première fois qu'ils y entraient ensemble. La baignoire vide brillait sous la lumière des lampes. Virginie se tenait debout à côté, vêtue d'une robe de chambre en soie noire. Elle tenait à la main un fouet à manche d'ivoire, pas pour menacer, mais comme un symbole d'autorité. Sa dame de compagnie, mademoiselle Harriet Shaw, se tenait près de la porte, silencieuse, le visage impénétrable. Virginie parla pendant près d'1 heure. Sa voix était calme, posée, sans émotion excessive. Elle expliqua exactement ce qu'elle attendait de chacun d'eux. Elle décrivit le rituel dans ses moindres détails. Elle énonça les règles avec une clarté absolue, et elle précisa les conséquences de toute désobéissance ou de toute tentative de révéler ce qui se passerait entre ces murs. Les règles étaient les suivantes. Chaque matin à 4h45, les 12 hommes devaient se réveiller, se laver intégralement et se rendre dans une antichambre adjacente à la salle de bain. Ils devaient retirer tous leurs vêtements et attendre en silence. À 5 heures précises, Abraham ouvrirait la porte. Ils entreraient alors dans la salle et se placeraient autour de la baignoire, selon un ordre précis que Virginie avait établi. Les 6 plus grands alternant avec les 6 plus petits, formant un cercle parfait. Virginie entrerait ensuite, accompagnée de mademoiselle Shaw. Elle retirerait sa robe de chambre et descendrait dans la baignoire. Pendant exactement 1 heure, les 12 hommes resteraient immobiles autour d'elle, debout, nus, en silence complet. Ils ne devaient pas la regarder directement. Ils ne devaient pas se regarder entre eux. Ils devaient fixer un point sur le mur en face d'eux et ne bouger sous aucun prétexte. Virginie, de son côté, se laverait selon un protocole rigoureux. Mademoiselle Shaw verserait sur elle des essences parfumées préparées la veille. Lavande, rose, jasmin, selon un ordre immuable. Virginie utiliserait des éponges naturelles venues de Méditerranée, du savon blanc fabriqué à Marseille, des huiles précieuses. Le rituel de lavage lui-même durait exactement 30 minutes. Puis elle resterait immergée jusqu'aux épaules pendant les 30 minutes restantes, les yeux fermés, sans prononcer un mot. À 6 heures précises, elle sortirait de la baignoire. Mademoiselle Shaw l'envelopperait dans un drap de lin blanc chauffé. Les 12 hommes sortiraient alors immédiatement, toujours sans un regard, toujours en silence. Ils retourneraient dans l'antichambre où leurs vêtements les attendaient. Ils se rhabillaient et regagnaient leurs chambres individuelles où un petit déjeuner leur serait servi. Le reste de leur journée était libre de toute obligation. Ils pouvaient lire dans une petite bibliothèque qui leur était réservée, jouer aux cartes, discuter entre eux, dormir. Ils ne devaient jamais quitter le sous-sol, sauf autorisation expresse. Ils ne devaient jamais communiquer avec les autres personnes asservies de la maison. Et surtout, ils ne devaient jamais, sous aucun prétexte, parler du rituel du matin. Virginie avait conclu son discours en disant « Vous êtes maintenant les gardiens d'un secret qui me donne la vie. Ce secret vous protège autant qu'il me protège. Si l'un d'entre vous trahit ce secret, vous mourrez tous. Si l'un d'entre vous refuse de participer, vous mourrez tous. Si l'un d'entre vous tente de s'échapper, vous mourrez tous. Mais si vous obéissez, vous vivrez mieux que n'importe quel esclave de Géorgie. Vous ne connaîtrez jamais le fouet, jamais la faim, jamais le travail épuisant sous le soleil. Vous êtes liés à moi par quelque chose de plus puissant que des chaînes. Vous êtes liés par le silence. Le lendemain matin, le rituel commença pour la première fois. Abraham note dans son journal « Ils sont descendus à 4h45. J'ai ouvert la porte à 5 heures. Ils sont entrés comme des fantômes. La maîtresse est arrivée. J'ai vu Samuel trembler. J'ai vu Isaac fermer les yeux si fort que son visage se tordait. Mais personne n'a bougé. Personne n'a parlé. Et quand c'était fini, ils sont sortis en marchant comme des hommes qui venaient de voir leur propre mort. » Ce rituel se répéta chaque matin pendant 7 ans.
2555 fois exactement, selon les calculs qu'Abraham effectuait méticuleusement dans son journal. Pas une seule fois il ne fut interrompu. Pas une seule fois l'un des 12 hommes ne manqua à l'appel. Pas une seule fois Virginie ne modifia le protocole. Si cette histoire vous glace déjà le sang, appuyez sur j'aime et dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'il se passait réellement dans cette maison. Les premiers mois furent les plus difficiles pour les 12 hommes. Abraham le note régulièrement dans son journal. Samuel, le plus jeune, à peine 18 ans, pleurait souvent après le rituel. Il s'enfermait dans sa chambre et refusait de manger pendant des heures. Isaac, au contraire, développa une colère sourde qu'il exprimait en frappant les murs de sa chambre jusqu'à ce que ses poings saignent. Josiah essaya une fois de parler à Abraham, de lui demander pourquoi ce rituel insensé, pourquoi cette humiliation quotidienne, mais Abraham l'arrêta immédiatement. « Ne me dis rien, ne dis rien à personne. Les murs ont des oreilles ici. » Car Virginie avait effectivement mis en place un système de surveillance. Mademoiselle Shaw circulait régulièrement dans le sous-sol, écoutant aux portes, observant les comportements. Elle rapportait tout à Virginie. La moindre conversation suspecte, le moindre signe de rébellion, la moindre tentative de contact avec l'extérieur était immédiatement réprimée. La répression ne prenait jamais la forme de violence physique directe. Virginie était bien trop intelligente pour cela. Elle utilisait un système de punition collective psychologique infiniment plus efficace. Lorsqu'Isaac frappa les murs trop bruyamment, Virginie fit retirer tous les repas de tous les 12 hommes pendant 3 jours. Ils ne reçurent que de l'eau et du pain sec. Le message était clair. La faute d'un seul affectait tous les autres. Progressivement, les 12 hommes développèrent une forme de solidarité forcée. Ils apprirent à se surveiller mutuellement, à se calmer les uns les autres, à étouffer toute velléité de révolte avant qu'elle ne mette le groupe en danger. Cette dynamique créa des liens complexes entre eux, mélange de fraternité et de méfiance, d'affection et de ressentiment. Abraham observe dans son journal comment leur personnalité évoluait. Daniel, qui avait été un homme jovial sur la plantation, devint taciturne et distant. Elijah, au contraire, développa un humour noir qui semblait le protéger psychologiquement. Il faisait des blagues macabres sur leur situation, ce qui provoquait parfois des rires nerveux, parfois des disputes. Benjamin se réfugia dans la lecture. Il dévorait tous les livres de la petite bibliothèque, des romans, des traités philosophiques, même des manuels de comptabilité. Il semblait chercher une explication rationnelle à ce qui leur arrivait, comme si comprendre intellectuellement le comportement de Virginie pouvait atténuer l'humiliation quotidienne. Pendant ce temps, à l'étage supérieur, Virginie poursuivait sa vie sociale sans la moindre faille apparente. Elle recevait régulièrement des invités, organisait des dîners raffinés, participait aux événements caritatifs de la communauté presbytérienne. Ses voisins la considéraient comme un modèle de veuve vertueuse, gérant avec compétence l'héritage de son défunt mari, tout en maintenant les plus hautes normes morales. Certains prétendants se présentèrent. Virginie avait 34 ans au début du rituel, encore jeune et très belle selon les standards de l'époque. Plusieurs hommes influents de Savannah tentèrent leur chance. Monsieur Edward Pemberton, un riche négociant en tabac, lui fit la cour pendant près d'1 an. Le juge Horace Livingston, veuf lui aussi, lui proposa le mariage à 2 reprises. Virginie déclinait toujours avec une politesse exquise, invoquant son deuil prolongé et son désir de se consacrer à la gestion des affaires familiales. La vérité, bien sûr, était tout autre. Virginie n'avait aucune intention de se remarier. Un mari aurait signifié la fin de son contrôle absolu sur sa maison, sur sa fortune, sur sa vie. La loi de Géorgie de l'époque donnait aux maris des droits quasi absolus sur les biens de leur épouse. Virginie aurait perdu son autonomie et surtout, elle n'aurait plus pu maintenir le rituel qui semblait devenu essentiel à son existence. Car au fil des mois, puis des années, il devint évident que le rituel n'était pas simplement un caprice pervers ou une manifestation de pouvoir sadique.
Il répondait à quelque chose de plus profond, de plus troublant dans la psyché de Virginie. Abraham l'observait lorsqu'elle descendait chaque matin. Il notait dans son journal les changements subtils de son expression, de sa démarche, de sa façon d'être. Elle marche différemment en descendant qu'en remontant, écrit-il en juin 1843. Quand elle descend, elle a le dos raide, le visage tendu, les mâchoires serrées. Quand elle remonte, 1 heure plus tard, c'est comme si elle avait rajeuni de 10 ans. Son visage est détendu, presque lumineux. Elle sourit parfois, un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Comme si pendant cette heure, elle devenait quelqu'un d'autre. Cette observation révèle peut-être la clé de tout le mystère. Le rituel n'était pas une simple démonstration de pouvoir. C'était un besoin psychologique profond, une façon pour Virginie de créer un espace où elle échappait complètement aux contraintes de son rôle social. Dans cette pièce souterraine, pendant cette heure quotidienne, elle n'était plus la veuve respectable, la chrétienne pieuse, la propriétaire terrienne qui devait se conformer aux attentes de la société. Elle était quelqu'un d'entièrement différent. Mais qui était-elle exactement durant ce rituel? Cette question reste au cœur du mystère. En 1844, un incident faillit tout faire basculer. L'un des 12 hommes, Thomas, tomba gravement malade. Une fièvre violente le cloua au lit pendant 1 semaine. Il était incapable de se lever, encore moins de participer au rituel du matin. Pour la première fois depuis le début, il y eut un risque d'interruption. Virginie réagit avec une détermination glaçante. Elle fit venir discrètement un médecin de Charleston, un homme qui lui devait de l'argent et qui était lié par cette dette à garder le silence. Le médecin examina Thomas dans sa chambre du sous-sol, ce qui était déjà inhabituel. Normalement, les personnes asservies malades étaient soignées dans des cabanes séparées, loin de la maison principale. Mais Virginie ne voulait pas que Thomas quitte le sous-sol, ne voulait pas risquer qu'il parle à d'autres. Le médecin diagnostiqua une pneumonie. Il prescrivit des traitements, mais prévint que la guérison prendrait probablement plusieurs semaines. Virginie ne dit rien sur le moment. Elle fit administrer les médicaments scrupuleusement. Mais le lendemain matin, elle modifia le rituel pour la première fois. Au lieu de 12 hommes, il n'y en eut que 11 autour de la baignoire. Virginie descendit comme d'habitude, se déshabilla, entra dans l'eau. Mais elle ne resta que 15 minutes. Elle sortit brusquement, le visage contracté, les traits durs. Abraham note, « Je ne l'avais jamais vue ainsi. » Elle tremblait de rage ou peut-être de peur. Mademoiselle Shaw a essayé de lui parler, mais elle l'a repoussé violemment. Elle est remontée sans un mot. Le rituel avorté se répéta pendant 3 jours, le temps que Thomas commence à se rétablir suffisamment pour tenir debout. Le 4e jour, alors qu'il était encore manifestement faible, fiévreux, Virginie ordonna qu'on le transporte dans la salle de bain. Il pouvait à peine marcher. 2 autres hommes durent le soutenir, mais Virginie insista. Le rituel devait reprendre avec les 12. Thomas prit sa place dans le cercle vacillant, le visage luisant de sueur. Virginie entra dans la baignoire et resta l'heure complète. Thomas réussit à tenir, mais à peine. Quand ce fut terminé, il s'effondra. On le porta jusqu'à sa chambre où il resta inconscient plusieurs heures. Cet incident révéla quelque chose de crucial. Le nombre 12 était absolument essentiel au rituel. Virginie ne pouvait pas, ou ne voulait pas, accepter une modification. La présence des 12 hommes autour d'elle était nécessaire, même si l'un d'eux était à moitié mort. Pourquoi? Abraham se posa longuement la question dans son journal. Il échafauda plusieurs théories. Peut-être y avait-il une dimension symbolique, religieuse même, dans ce nombre 12. Les 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël. Virginie, qui affichait publiquement une grande piété, construisait-elle une sorte de rituel blasphématoire, une inversion perverse des symboles chrétiens? Ou peut-être était-ce purement esthétique? La symétrie parfaite du cercle, l'harmonie visuelle des corps disposés autour de la baignoire. Virginie avait manifestement un sens aigu de l'ordre, de la perfection formelle. Le rituel était orchestré avec une précision chorégraphique. Chaque détail comptait, la température exacte de l'eau,
L'intensité de la lumière des lampes, la disposition précise des hommes, même les essences parfumées, versées dans un ordre immuable. Thomas survécut à sa pneumonie, mais l'incident laissa des traces psychologiques profondes dans le groupe. Les 11 autres hommes avaient vu Virginie forcer un homme mourant à participer au rituel. Ils comprirent alors jusqu'où elle était prête à aller pour maintenir ce qu'elle considérait comme nécessaire. La peur qu'ils ressentaient se transforma en quelque chose de plus complexe. Une forme de terreur existentielle. La conscience qu'ils n'étaient pas des individus à ses yeux, mais des éléments interchangeables d'un dispositif qui la dépassait elle-même peut-être. En 1846, un nouveau personnage entra dans l'histoire, Monsieur Charles Whitfield, un banquier de Boston qui s'installa à Savannah pour ouvrir une succursale de sa banque. Whitfield était un homme d'une quarantaine d'années, veuf sans enfant, cultivé et fortuné. Il fit rapidement partie des cercles sociaux les plus élevés de la ville. Et il s'intéressa particulièrement à Virginie Caldwell. Contrairement aux prétendants précédents, Whitfield ne se laissa pas décourager par les refus polis de Virginie. Il était obstiné et méthodique. Il la courtisait avec une constance qui finit par inquiéter la veuve. Il se présentait régulièrement à sa porte, apportait des cadeaux raffinés, l'invitait à des concerts et des expositions. Il parlait ouvertement de son désir de l'épouser, ce qui mettait Virginie dans une position sociale délicate. Refuser indéfiniment un homme aussi respecté et respectable commençait à susciter des questions. Virginie tenta diverses stratégies. Elle invoqua son deuil, mais cela faisait maintenant 5 ans que Nathaniel était mort. Elle prétexta des obligations liées à la gestion de ses plantations, mais Whitfield offrit précisément son expertise financière pour l'aider. Elle essaya de se montrer distante, froide même. Mais Whitfield semblait interpréter cela comme une timidité charmante ou une vertu féminine admirable. La situation devint critique lorsque Whitfield commença à passer devant la demeure Caldwell à des heures inhabituelles. Il prétendait faire sa promenade matinale et trouvait toujours une raison de s'arrêter, d'admirer le jardin, de saluer les domestiques. Abraham le remarqua immédiatement et le nota dans son journal. Le banquier de Boston passe devant la maison tous les matins maintenant. Il arrive vers 5h30. Il reste parfois une demi-heure, marchant lentement, de long en large. Il observe la maison. Je me demande ce qu'il cherche. Virginie dut se rendre à l'évidence. Whitfield représentait une menace sérieuse pour son secret. Non pas qu'il soupçonnât quoi que ce soit de spécifique, mais sa présence régulière et son intérêt persistant augmentaient les risques d'exposition. Et Virginie ne pouvait pas tolérer le moindre risque. Ce qui se passa ensuite reste l'un des aspects les plus troublants de toute l'histoire. En juillet 1846, Charles Whitfield disparut. Il avait dîné la veille au soir au club des gentlemen de Savannah, selon plusieurs témoins. On l'avait vu rentrer chez lui vers 10h du soir. Le lendemain matin, il ne se présenta pas à sa banque. Son personnel, inquiet, se rendit à son domicile. La porte était fermée de l'intérieur. On dut faire venir un serrurier. À l'intérieur, tout était en ordre. Le lit n'avait pas été défait. Aucun signe de lutte ou de désordre. Charles Whitfield avait simplement disparu. Les recherches durèrent plusieurs semaines. Le shérif interrogea tous ceux qui l'avaient vu la veille. On dragua la rivière Savannah. On fouilla les environs de la ville. Rien. Whitfield s'était évaporé comme s'il n'avait jamais existé. Virginie exprima publiquement sa tristesse et son inquiétude. Elle offrit même une récompense de $1000 à quiconque fournirait des informations conduisant à retrouver Whitfield. Elle participait au comité de recherche organisé par les notables de la ville. Elle priait pour lui à l'église. Mais Abraham nota dans son journal, à la date du 8 juillet 1846, « Aujourd'hui, quand la maîtresse est descendue pour le rituel, elle souriait. Je ne l'avais jamais vue sourire en descendant, seulement en remontant. Ce sourire m'a glacé le sang. » La disparition de Whitfield ne fut jamais élucidée. Après quelques mois, l'affaire perdit de son intensité. Les gens finirent par supposer qu'il avait peut-être eu des dettes cachées ou une vie secrète qui l'avait rattrapé.
Certains murmurèrent qu'il avait peut-être simplement décidé de recommencer sa vie ailleurs, abandonnant tout. Ces explications, aussi peu satisfaisantes soient-elles, finirent par être acceptées. Savannah passa à autre chose. Y avait-il un lien entre la disparition de Whitfield et Virginie Caldwell? Abraham, dans son journal, n'en dit jamais rien explicitement, mais il note des observations troublantes. Durant la semaine précédant la disparition, Mademoiselle Shaw avait quitté la maison plusieurs soirs de suite, ce qui était inhabituel. Abraham l'avait vue partir en fiacre vers 9 heures et rentrer après minuit. Où allait-elle? Que faisait-elle? De plus, Abraham remarqua que 2 des 12 hommes, Moses et Ézéchiel, les plus forts physiquement, avaient également quitté le sous-sol à 2 reprises durant cette même semaine, tard dans la nuit. Ils étaient rentrés au petit matin, épuisés, couverts de poussière rouge caractéristique de la terre de Géorgie. Abraham n'osa jamais poser de questions. Il savait qu'il valait mieux ne pas savoir. Mais il nota tout dans son journal, méthodiquement, sans commentaire. Les faits bruts, consignés avec soin, comme s'il espérait qu'un jour quelqu'un les lirait et comprendrait. Après la disparition de Whitfield, plus aucun prétendant ne tenta sa chance auprès de Virginie Caldwell. Peut-être la coïncidence était-elle trop frappante. Peut-être circulait-il des rumeurs dont nous n'avons pas trace. Toujours est-il que Virginie vécut désormais dans une solitude sociale relative. Elle continuait à participer aux événements publics nécessaires, mais elle ne recevait presque plus chez elle. La grande demeure se referma progressivement sur elle-même, sur ses secrets, sur son rituel quotidien. En 1848, un événement inattendu vint perturber l'équilibre fragile qui s'était établi dans la demeure Caldwell. Samuel, le plus jeune des 12 hommes, celui qui avait pleuré durant les premiers mois, entreprit une action d'une audace extraordinaire. Il décida d'écrire une lettre. Samuel avait appris à lire et écrire grâce à Benjamin, qui partageait ses connaissances, malgré les risques. Durant les longues journées où les 12 hommes n'avaient rien à faire, Benjamin enseignait discrètement à ceux qui le souhaitaient. C'était une transgression grave. L'alphabétisation des esclaves était strictement interdite en Géorgie. Mais dans le monde souterrain où ils vivaient, soumis déjà à tant de règles anormales, cette transgression supplémentaire semblait presque dérisoire. Samuel écrivit sa lettre sur des pages arrachées à un livre, avec de l'encre volée. Il écrivit à un pasteur abolitionniste de Boston, dont il avait entendu parler par des rumeurs, un homme nommé Theodore Parker, qui était connu pour aider les esclaves fugitifs. Samuel décrivit le rituel dans tous ses détails. Il donna l'adresse de la demeure Caldwell. Il supplia qu'on vienne les sauver. Le problème était de faire parvenir cette lettre. Samuel ne pouvait pas sortir du sous-sol. Il ne pouvait parler à personne d'extérieur. Après des semaines de réflexion, il prit une décision désespérée. Il profita d'un moment où Abraham transportait le linge sale vers la buanderie de la maison principale pour glisser la lettre pliée en tout petit dans une taie d'oreiller. Mais Samuel avait sous-estimé la vigilance de Mademoiselle Shaw. Cette femme, dont on sait finalement très peu de choses, semblait dotée d'un instinct remarquable pour détecter toute anomalie. Elle inspectait régulièrement le linge, les chambres, les moindres recoins du sous-sol. Elle trouva la lettre. Ce qui se passa ensuite fut raconté plus tard par Abraham dans son journal, et c'est peut-être le passage le plus terrible de tout son témoignage. Virginie convoqua les 12 hommes dans la salle de bain, mais pas pour le rituel matinal. C'était l'après-midi, ce qui n'était jamais arrivé. Elle se tenait debout près de la baignoire vide, tenant la lettre de Samuel à la main. Mademoiselle Shaw était à ses côtés, le visage impossible à déchiffrer. Virginie lut la lettre à voix haute, lentement, en articulant chaque mot. Sa voix était calme, presque douce. Quand elle eut terminé, elle regarda les 12 hommes longuement, en silence. Puis elle dit simplement « Qui ?» Personne ne parla. Samuel tremblait visiblement, mais il ne se dénonça pas. Les autres hommes gardaient les yeux baissés. Le silence se prolongea pendant ce qui sembla une éternité. Abraham,
présent dans la pièce pour la première fois durant une convocation, nota plus tard que ce silence était plus effrayant que n'importe quel cri, que n'importe quelle menace explicite. Finalement, Virginie dit « Vous avez trahi ma confiance. Vous avez brisé notre accord. Les conséquences doivent être assumées par tous, puisque personne ne parle. » Elle ordonna que les repas soient supprimés pour tous. Pas pour 3 jours comme les fois précédentes, mais indéfiniment. Vous jeûnerez jusqu'à ce que le coupable se dénonce. Les 12 hommes retournèrent dans leur chambre. La punition collective commença. Le premier jour fut supportable. Le deuxième, la faim se fit sentir cruellement. Le troisième, certains étaient déjà affaiblis. Abraham leur apportait de l'eau, mais c'était tout ce qu'il était autorisé à faire. Ils voyaient leurs visages se creuser, leur corps s'affaiblir. Il entendait leurs estomacs gargouiller douloureusement à travers les portes fermées. Le 4e jour, les tensions entre les 12 hommes commencèrent à se manifester. Des accusations murmurées traversaient les murs minces. « C'est toi, avoue-le. »« Non, c'est sûrement lui. » La solidarité forcée qui les avait unis durant toutes ces années se fissurait sous la pression de la faim et de la peur. Benjamin vint trouver Abraham ce soir-là. Il avait compris que c'était Samuel. Il avait reconnu son écriture malgré les efforts du jeune homme pour la déguiser. Benjamin dit à Abraham, « Nous allons tous mourir si cela continue. Samuel est trop jeune, trop effrayé pour parler. Je vais le faire à sa place. Je dirai que c'est moi qui ai écrit la lettre. » Abraham le supplia de ne rien faire. « Elle saura que tu mens. Elle sait toujours tout. Cela ne fera qu'empirer les choses. » Mais Benjamin était déterminé. Il voyait les autres hommes dépérir. Il voyait Moses, le plus fort d'entre eux, vaciller en essayant de se lever. Il voyait Elijah, celui qui faisait toujours des blagues, assis dans un coin, silencieux, les yeux vides. Mais avant que Benjamin puisse mettre son plan à exécution, Samuel lui-même prit une décision. Le 5e jour, pendant le rituel matinal qui continuait malgré l'affaiblissement évident des participants, Samuel fit quelque chose d'interdit. Il parla. Le rituel avait commencé comme d'habitude. Les 12 hommes, affaiblis mais toujours capables de tenir debout, s'étaient placés autour de la baignoire. Virginie était entrée, s'était déshabillée, était descendue dans l'eau. Mademoiselle Shaw avait commencé à verser les essences parfumées. Tout suivait le protocole habituel. Puis, après environ 15 minutes, Samuel dit simplement d'une voix à peine audible, « C'était moi. » Le rituel s'arrêta immédiatement. Le silence qui suivit était absolu. Même l'eau sembla cesser de bouger. Virginie se leva lentement dans la baignoire, l'eau ruisselant sur son corps. Elle regarda Samuel fixement. Son visage ne trahissait aucune émotion, ni colère, ni satisfaction, ni surprise. Juste une attention totale, concentrée sur le jeune homme qui tremblait maintenant de manière incontrôlable. Elle sortit de l'eau, refusant d'un geste la main que Mademoiselle Shaw lui tendait. Elle se tint debout, nue et ruisselante, face à Samuel. Les autres hommes gardaient les yeux baissés, mais la tension était palpable. Chacun retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer. Virginie s'approcha de Samuel. Elle était plus petite que lui, mais à ce moment-là, elle semblait le dominer complètement. Elle leva la main et toucha doucement son visage. Ce geste, le premier contact physique direct en 6 ans de rituel, fit tressaillir Samuel, comme s'il avait été frappé. « Tu as du courage, » dit-elle finalement, sa voix étrangement douce. « C'est une qualité que je respecte. Mais le courage sans sagesse mène à la destruction. » Elle fit signe à Mademoiselle Shaw, qui lui apporta un drap de lin blanc. Virginie s'enveloppa dedans, sans hâte, avec la même grâce qu'elle montrait toujours. Puis elle dit, « Les autres peuvent partir. Samuel reste. » Les 11 hommes sortirent rapidement, soulagés d'échapper à la scène, mais également terrifiés pour Samuel. Abraham, qui observait depuis le seuil, vit la peur dans leurs yeux. Il savait que quelque chose de terrible allait arriver. Une fois seule avec Samuel, Mademoiselle Shaw et Abraham, Virginie s'habilla tranquillement. Puis elle ordonna, « Enfermez-le dans la cellule, sans lumière, sans nourriture, juste de l'eau.
Une fois par jour, Abraham et mademoiselle Shaw emmenèrent Samuel vers une petite pièce au fond du sous-sol que personne n'avait jamais utilisée. C'était une ancienne réserve à charbon, sans fenêtre, à peine assez grande pour qu'un homme puisse s'y allonger. Ils y poussèrent Samuel. Avant de fermer la porte, Abraham croisa le regard du jeune homme. Il y vit une résignation qui lui glaça le sang. Les 3 semaines qui suivirent furent un cauchemar. Les 11 autres hommes reprirent leurs repas normaux, mais personne ne pouvait manger avec appétit. Ils entendaient Samuel dans sa cellule. Les premiers jours, il criait, il suppliait qu'on le laisse sortir. Il pleurait. Il appelait sa mère, morte depuis longtemps. Il appelait Dieu, lui demandant pourquoi il était puni pour avoir cherché la liberté. Puis, progressivement, les cris devinrent plus faibles. Des gémissements remplacèrent les supplications. Samuel chantonnait parfois, des chants que sa mère lui avait appris quand il était enfant. Sa voix, affaiblie par la faim, résonnait étrangement dans le sous-sol silencieux. Abraham lui apportait de l'eau 1 fois par jour. Il ouvrait la porte juste assez pour glisser un gobelet à l'intérieur. Il ne pouvait pas voir Samuel dans l'obscurité totale, mais il entendait sa respiration de plus en plus laborieuse. Il sentait l'odeur de la cellule, une odeur de sueur, d'urine, de désespoir. Virginie, pendant ce temps, continuait sa vie normalement. Elle descendait chaque matin pour le rituel avec les 11 hommes restants. Abraham nota qu'elle semblait perturbée par l'absence de Samuel. Le cercle n'était plus parfait. La symétrie était brisée. Elle restait moins longtemps dans la baignoire. Elle ne se détendait jamais complètement comme avant. Au bout de 2 semaines, Benjamin tenta d'intercéder. Il attendit Virginie un matin après le rituel et lui dit « Madame, Samuel va mourir. Nous le savons tous. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Si vous le tuez, nous ne serons plus que 11. Votre rituel sera définitivement brisé. » Virginie le regarda longuement. Puis elle dit quelque chose qui révéla peut-être plus sur sa psychologie que n'importe quoi d'autre. Elle dit « Le rituel n'est pas brisé, il est en train de se purifier. Samuel doit traverser la mort pour renaître dans l'obéissance. Quand il sortira de cette cellule, il ne sera plus l'homme qui a écrit cette lettre. Il sera ce qu'il doit être. » Benjamin ne répondit rien. Il n'y avait rien à répondre. Il comprit à ce moment-là que Virginie ne voyait pas Samuel comme un être humain, mais comme un composant d'un mécanisme plus vaste. Et dans ce mécanisme, Samuel avait dysfonctionné. Il devait être réparé ou détruit. Au bout de 3 semaines exactement, Virginie ordonna qu'on sorte Samuel. Abraham et Josiah durent le porter. Il ne pesait presque plus rien. Ses yeux, habitués à l'obscurité totale, ne supportaient plus la lumière même tamisée du sous-sol. Il gémissait faiblement, incapable de former des mots cohérents. Ils l'allongèrent dans son lit. Virginie se tenait à côté, observant ce corps squelettique qui avait été, 3 semaines auparavant, un jeune homme de 20 ans en pleine santé. Elle ordonna qu'on le nourrisse progressivement. D'abord du bouillon clair, puis de la bouillie d'avoine, puis lentement, sur plusieurs jours, des aliments plus substantiels. Virginie visitait Samuel 2 fois par jour. Elle s'asseyait près de son lit et lui parlait. Abraham, qui apportait les repas, entendait des bribes de ses conversations à sens unique. Virginie parlait du rituel, de son importance, de la nécessité de l'ordre, de la beauté de l'obéissance. Elle parlait pendant des heures, d'une voix monotone, hypnotique presque. Samuel ne répondait jamais. Il mangeait ce qu'on lui donnait. Il buvait l'eau qu'on lui apportait. Ses yeux fixaient le plafond, sans expression, sans vie apparente. C'était comme si son esprit avait quitté son corps, laissant juste une enveloppe qui fonctionnait par automatisme. Au bout de 2 semaines de cette réhabilitation, Virginie décida qu'il était prêt. Un matin, elle ordonna que Samuel soit préparé pour le rituel. Abraham l'aida à se laver, à s'habiller. Le jeune homme obéissait à chaque instruction sans résistance, sans question. Il marchait comme un somnambule. Quand vint l'heure du rituel, Samuel prit sa place habituelle dans le cercle. Les 11 autres hommes le regardèrent avec un mélange de soulagement et d'horreur. Il était revenu,
Mais ce n'était plus Samuel. C'était une coquille vide qui portait son visage. Virginie entra, se déshabilla, descendit dans la baignoire. Elle ferma les yeux, et pour la première fois depuis des semaines, Abraham la vit vraiment se détendre. Le cercle était complet à nouveau. L'ordre était restauré. Pour elle, c'était tout ce qui comptait. Après le rituel, Virginie s'approcha de Samuel. Elle lui dit « Tu as payé pour ta trahison. Maintenant, tu vas continuer à vivre. Et chaque jour, quand tu participeras au rituel, tu te souviendras que ta vie dépend de ton silence. Tu te souviendras aussi que j'ai le pouvoir de t'enfermer à nouveau, pour toujours, si nécessaire. Comprends-tu » Samuel hocha la tête, un mouvement mécanique, sans réflexion visible derrière. « Bien, » dit Virginie. « Maintenant, retourne dans ta chambre. » Samuel obéit. Et c'est ainsi qu'il vécut les mois suivants. Il participait au rituel chaque matin. Il mangeait ses repas. Il dormait. Mais il ne parlait plus jamais. Même aux autres hommes, même à Benjamin qui avait voulu se sacrifier pour lui. Samuel était devenu un fantôme, présent physiquement mais absent de toute autre manière. La cruauté de Virginie dans cet épisode révèle plusieurs aspects essentiels de sa psychologie. D'abord, sa capacité à infliger une souffrance prolongée et méthodique. Ce n'était pas de la colère impulsive. C'était un processus calculé, conçu pour briser complètement la volonté de Samuel. Deuxièmement, son obsession pour l'intégrité du rituel. Elle aurait pu simplement vendre Samuel, le faire disparaître, le remplacer. Mais non, elle avait besoin spécifiquement de ces 12 hommes. Le nombre, la symétrie, l'ordre étaient sacrés pour elle. Et troisièmement, peut-être le plus troublant, sa conviction apparente qu'elle faisait quelque chose de juste. Quand elle parlait de purification, elle semblait sincère. Elle croyait véritablement que Samuel devait passer par cette épreuve. Ce n'était pas simplement une punition. C'était, dans sa logique tordue, une forme de rédemption. Abraham, qui observait tout cela, comprit quelque chose de fondamental cette année-là. Il écrit dans son journal « La maîtresse n'est pas folle ». C'est peut-être ce qui est le plus effrayant. Elle est parfaitement lucide, parfaitement consciente. Elle a créé son propre monde avec ses propres règles, et dans ce monde, elle est Dieu. Elle donne la vie et la mort. Elle impose la souffrance et accorde le soulagement. Et nous, les 12, nous sommes piégés dans ce monde, incapables d'en sortir, incapables même d'imaginer qu'il pourrait exister autrement. Après l'incident de Samuel, plus aucune tentative de rébellion ne fut jamais entreprise. Les mois suivants s'écoulèrent dans une routine oppressante. Le rituel continuait chaque matin. Les 12 hommes, maintenant définitivement brisés, l'acceptaient comme une fatalité contre laquelle il était inutile de lutter. Mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère de la demeure. Abraham le sentait. Les autres le sentaient aussi. C'était comme si l'incident de Samuel avait ouvert une fissure invisible dans la structure même de ce monde souterrain que Virginie avait créé. Le rituel continuait, mais il semblait maintenant teinté d'une mélancolie nouvelle, d'une conscience que toute chose, même la plus terrible, a une fin. Le rituel prit fin brutalement le 12 mars 1849. Ce matin-là commença comme tous les autres. Abraham remplit la baignoire à partir de 4 heures du matin. Les 12 hommes se réveillèrent à 4h45, se lavèrent, se rendirent dans l'antichambre. À 5 heures précises, ils entrèrent dans la salle et prirent leur place autour de la baignoire. Virginie descendit les escaliers à 5h03, avec le léger retard qui la caractérisait parfois. Mademoiselle Shaw la suivait, portant les essences parfumées et les linges préparés. Virginie entra dans la salle. Elle se déshabilla selon le protocole habituel. Elle descendit dans la baignoire. Pendant les 10 premières minutes, tout se déroula normalement. Mademoiselle Shaw versa la lavande, puis la rose. Virginie se lavait avec les gestes précis et répétitifs qu'Abraham avait observés pendant 7 ans. Les 12 hommes se tenaient immobiles, fixant leurs poings respectifs sur le mur. Puis, soudainement, Virginie s'arrêta. Elle porta la main à sa poitrine.
Son visage se contracta dans une expression que personne ne lui avait jamais vue. Pas de colère, pas de peur même. Quelque chose de plus profond. Une stupéfaction, comme si elle prenait soudainement conscience de quelque chose d'incroyable. Elle essaya de se lever, mais ses jambes ne la portaient pas. Elle retomba dans l'eau, créant un grand éclaboussement. Mademoiselle Shaw se précipita immédiatement. Elle essaya de sortir Virginie de la baignoire, mais le corps de la maîtresse était devenu soudainement lourd, inerte. Les 12 hommes, pour la première fois en 7 ans, rompirent leur immobilité rituelle. Plusieurs d'entre eux s'avancèrent instinctivement pour aider. Mais Mademoiselle Shaw leur cria « N'approchez pas, sortez, tous !» Ils obéirent, quittant la salle rapidement, mais sans désordre, même dans cette urgence conservant les habitudes gravées en eux par des années de conditionnement. Abraham entra à leur place. Ensemble, lui et Mademoiselle Shaw réussirent à sortir Virginie de la baignoire. Ils l'allongèrent sur le sol de marbre. Virginie était consciente. Ses yeux bougeaient, regardant le plafond. Puis Abraham, puis Mademoiselle Shaw. Ses lèvres remuaient. Elle essayait de parler. Abraham se pencha pour entendre. Elle murmura quelque chose. Les mots étaient presque inaudibles, mais Abraham, dans son journal, affirme avoir entendu « C'est fini, enfin, c'est accompli ». Puis son corps se raidit. Un dernier souffle s'échappa de ses lèvres. Ses yeux restèrent ouverts, fixant le plafond de la salle où elle avait passé 1 heure chaque matin pendant 2555 jours. Mademoiselle Shaw resta agenouillée à côté du corps pendant plusieurs minutes, immobile comme une statue. Abraham ne savait pas quoi faire. Finalement, Mademoiselle Shaw se leva. Elle recouvrit le corps de Virginie avec le drap de lin blanc qui aurait dû l'envelopper à la fin du rituel. Puis elle dit à Abraham « Va chercher le docteur Harrison. Dis-lui que Madame Caldwell a eu une attaque cardiaque dans sa chambre. Tu comprends ? Dans sa chambre. » Abraham comprit. Même dans la mort, le secret devait être préservé. Il monta rapidement à l'étage. Il réveilla une servante et l'envoya chercher le médecin. Puis il redescendit au sous-sol. Pendant son absence, Mademoiselle Shaw avait transporté le corps de Virginie, seule, malgré son poids. Elle avait dû le traîner dans les couloirs du sous-sol, le hisser dans les escaliers. Quand Abraham revint, elle était en train de l'allonger dans le lit de Virginie, au 1er étage. Le corps était habillé d'une chemise de nuit blanche. Les cheveux étaient peignés. On aurait dit que Virginie s'était simplement endormie. La salle de bain souterraine avait été nettoyée. Aucune trace d'eau. Les lampes étaient éteintes. La baignoire était vide. C'était comme si le rituel matinal n'avait jamais eu lieu. Le docteur Harrison arriva 1 heure plus tard. Il examina le corps. Il nota la rigidité, la cyanose des extrémités, tous les signes classiques d'une attaque cardiaque foudroyante. Il signa le certificat de décès sans poser de questions. Virginie Caldwell, 39 ans, veuve, morte d'un arrêt cardiaque dans son sommeil. Le docteur présenta ses condoléances à Mademoiselle Shaw et à Abraham, et partit. Les 12 hommes étaient restés enfermés dans leur chambre durant toute cette matinée. Personne ne leur avait expliqué ce qui se passait. Vers midi, Abraham descendit les voir. Il leur annonça simplement « La maîtresse est morte ». La réaction fut étrange. Pas de joie, pas de soulagement visible. Plusieurs hommes pleuraient. D'autres restaient assis, hébétés, comme s'ils ne pouvaient pas vraiment comprendre ce qu'ils venaient d'entendre. Samuel, qui n'avait pas parlé depuis des mois, émit un son, un gémissement sourd qui pouvait être n'importe quoi. Benjamin fut le premier à poser la question que tous pensaient « Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant ?» Abraham n'avait pas de réponse. Il ne savait pas. Pour la première fois en 7 ans, l'avenir était complètement incertain. Les jours suivants furent chaotiques. Des avocats arrivèrent pour gérer la succession. Des notables de Savannah vinrent présenter leurs condoléances. Les domestiques de l'étage supérieur, qui n'avaient jamais su ce qui se passait au sous-sol, pleuraient leur maîtresse, qu'ils considéraient comme une femme juste et généreuse. L'enterrement eut lieu 4 jours après la mort. Ce fut une cérémonie impressionnante. Toute la haute société de Savannah était présente.
Le pasteur prononça un éloge funèbre vibrant, louant la piété de Virginie, sa générosité, son dévouement aux œuvres charitables. Il parla d'elle comme d'un modèle de vertu chrétienne, d'une femme qui avait su porter dignement son veuvage et gérer ses affaires avec sagesse. Abraham, présent à l'enterrement avec les autres domestiques, écouta tout cela avec un sentiment d'irréalité totale. Il regardait le cercueil en acajou, les fleurs blanches qui le recouvraient, les visages tristes des personnes en deuil, et il pensait à la salle souterraine, à la baignoire de marbre, aux 12 hommes qui avaient passé 7 ans à vivre un cauchemar que personne ici ne pouvait même imaginer. Les exécuteurs testamentaires prirent possession de la demeure quelques jours après l'enterrement. Monsieur James Rutherford et Monsieur Cornelius Webb, 2 avocats respectés de Savannah, commencèrent l'inventaire complet de la succession. Ils découvrirent rapidement l'existence des 12 hommes au sous-sol. Leur première réaction fut la perplexité. Pourquoi 12 esclaves vivaient-ils dans des conditions relativement confortables, sans effectuer de travail visible? Rutherford interrogea Abraham, qui récita l'explication préparée. Ils étaient les serviteurs personnels de Madame Caldwell, chargés de l'entretien de la maison et de diverses tâches selon ses besoins. Les avocats visitèrent le sous-sol. Ils virent les chambres individuelles, la petite bibliothèque, les espaces communs. Puis ils découvrirent la salle avec la baignoire monumentale. Rutherford resta plusieurs minutes à contempler cette pièce, sourcils froncés, manifestement déconcerté. « Pourquoi une baignoire aussi démesurée ?» demanda-t-il à Abraham. « Madame aimait prendre de longs bains », répondit Abraham. « C'était son plaisir privé. » Webb examina les carreaux de faïence, le système de drainage, les lampes en cuivre. Elle a dû dépenser une fortune pour cette pièce. C'est presque, je ne sais pas, rituel. Le mot fit tressaillir Abraham, mais les avocats ne remarquèrent rien. Ils conclurent finalement que c'était simplement une excentricité de riche veuve. Savannah en avait vu d'autres. Ils notèrent l'existence de la baignoire dans leur inventaire et passèrent à autre chose. La question des 12 hommes se posa ensuite. Selon le testament de Virginie, toutes les personnes asservies devaient être vendues aux enchères, les profits allant aux œuvres charitables désignées. Les avocats organisèrent la vente pour 3 semaines après la mort de Virginie. Durant ces 3 semaines, les 12 hommes vécurent dans un état d'attente étrange. Le rituel matinal n'existait plus. Pour la première fois en 7 ans, ils se réveillaient le matin sans cette échéance terrifiante qui structurait leur existence. Mais au lieu du soulagement, beaucoup ressentirent une forme de désorientation profonde. Benjamin essaya d'organiser les discussions sur l'avenir. « Nous allons être vendus séparément », disait-il. « Peut-être que certains d'entre nous finiront dans des plantations voisines, peut-être que nous pourrons rester en contact. » Mais la plupart ne voulaient pas parler. Thomas passait ses journées allongé dans sa chambre, fixant le plafond. Elijah, qui avait toujours été celui qui faisait des blagues, restait maintenant silencieux. Moses, le plus fort physiquement, semblait avoir rétréci, comme si la disparition de Virginie avait enlevé quelque chose d'essentiel à son être même. Samuel, lui, n'avait pas changé. Il continuait sa vie d'automate, mangeant quand on lui donnait à manger, dormant quand venait le soir. La mort de Virginie ne semblait rien signifier pour lui. Peut-être qu'elle avait si complètement détruit sa personnalité que même sa disparition ne pouvait pas le libérer. Et puis, il y avait Mademoiselle Shaw. Le soir même de la mort de Virginie, après que le docteur fut parti, après que le corps fut officiellement déclaré mort, Mademoiselle Shaw descendit au sous-sol. Elle réunit les 12 hommes dans la salle de bain pour la dernière fois. Elle se tenait à côté de la baignoire vide. Son visage, d'habitude si impénétrable, montrait des traces d'émotion, des larmes peut-être, ou simplement de la fatigue. Elle leur dit « Madame Caldwell est morte. Le rituel est terminé. Vous êtes libre, aussi libre qu'un esclave peut l'être en Géorgie. Vous serez vendu dans quelques semaines. Vous serez séparés. Vous ne vous reverrez jamais. » Elle fit une pause, comme si elle cherchait ses mots. Puis elle continua. «
Ce qui s'est passé ici durant ces 7 années doit rester secret pour toujours. Si vous en parlez, personne ne vous croira. Pire, on vous punira pour avoir inventé des mensonges sur une femme respectable qui est morte. Mais plus important encore, si vous parlez, vous devrez vous souvenir. Et je sais que vous voulez tous oublier. Elle avait raison. Abraham le nota dans son journal. Les 12 hommes voulaient désespérément oublier. Ils voulaient que ces 7 années disparaissent de leur mémoire comme un cauchemar au réveil. « Je pars ce soir », dit mademoiselle Shaw. « Vous ne me reverrez jamais. Mais avant de partir, je veux que vous sachiez quelque chose. » Madame Caldwell n'était pas folle. Elle n'était pas cruelle pour le plaisir de l'être. Elle avait un besoin que je ne peux pas expliquer et que vous ne pourriez pas comprendre. Et ce besoin, vous l'avez satisfait. Dans son esprit tordu, vous lui avez donné quelque chose d'essentiel. Elle vous en était reconnaissante à sa façon. Ces mots provoquèrent des réactions diverses. Isaac éclata d'un rire amer. Josiah cracha par terre. Benjamin secoua la tête, incrédule. Mais plusieurs autres hommes, étrangement, semblaient accepter ces paroles. Peut-être avaient-ils besoin de croire que leur souffrance avait eu un sens, même un sens incompréhensible. Mademoiselle Shaw quitta la salle. Abraham la vit monter les escaliers. Elle portait un petit sac de voyage. Elle ne se retourna pas. Elle sortit de la demeure et monta dans un fiacre qui l'attendait dans la rue. Abraham ne la revit jamais. Le lendemain matin, Abraham fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il entra dans la salle de bain et contempla longuement la baignoire vide. Il essaya d'imaginer ce que Virginie ressentait durant ces heures matinales. Il essaya de comprendre pourquoi elle avait besoin de cette mise en scène élaborée. Mais il ne trouva aucune réponse. C'était un mystère qui resterait à jamais irrésolu. La vente aux enchères eut lieu le 1er avril 1849. Les 12 hommes furent exposés sur une estrade en bois dans le marché aux esclaves de Savannah. Des acheteurs potentiels les examinèrent, leur touchèrent les muscles, leur ouvrirent la bouche pour vérifier leurs dents, exactement comme on examinerait du bétail. Ils furent vendus séparément à différents acheteurs. Moses partit vers une plantation de coton en Caroline du Sud. Isaac fut acheté par un planteur de tabac près d'Augusta. Benjamin fut acquis par un pasteur presbytérien qui cherchait un serviteur lettré pour gérer sa bibliothèque. Les autres furent dispersés dans toute la région. Aucun d'eux ne se dit au revoir. Ils évitèrent même de se regarder. C'était comme s'ils voulaient effacer jusqu'à l'existence les uns des autres. Effacer cette période de leur vie qui les liait d'une façon si terrible. Samuel fut le dernier à être vendu. Plusieurs acheteurs l'examinèrent, mais hésitèrent. Il avait le regard vide, ne répondait à aucune question, semblait à peine conscient de ce qui se passait. Finalement, un planteur de riz des environs de Savannah l'acheta à bas prix, pensant probablement qu'il pourrait au moins servir pour des tâches simples. Abraham, lui, fut vendu quelques jours plus tard à un certain monsieur Theodore Hutchinson, propriétaire d'une plantation de coton située à une 30aine de kilomètres de Savannah. Hutchinson était un homme dur mais pas particulièrement cruel selon les standards de l'époque. Abraham travailla pour lui durant plusieurs années, effectuant des tâches de supervision et de gestion. C'est durant ces années qu'Abraham continua son journal. Ses entrées devinrent plus espacées, plus réflexives. Il écrivait moins sur son quotidien et plus sur ses souvenirs de la demeure Caldwell, comme s'il sentait qu'il devait consigner ses mémoires avant qu'elles ne se perdent. La demeure Caldwell, pendant ce temps, connut un destin étrange. Elle fut vendue en 1850 à une famille de Charleston, les Davenport. Ils s'y installèrent avec leurs enfants et leurs domestiques. Mais ils ne restèrent que 2 ans. Madame Davenport se plaignait de ne pas pouvoir dormir, d'entendre des bruits étranges venant du sous-sol. Monsieur Davenport disait que la maison avait une atmosphère oppressante qui affectait sa santé mentale. Ils revendirent la propriété en 1852 à un marchand de Boston, qui la transforma en pension de famille. La baignoire monumentale fut retirée du sous-sol en 1880.
C'était devenu un problème, occupant trop d'espace précieux. Elle fut vendue à un collectionneur d'antiquités dont on a perdu la trace. Peut-être existe-t-elle encore quelque part, dans un musée privé ou une demeure de riche, dépouillée de son histoire sinistre. Le sous-sol fut divisé en petites pièces pour les pensionnaires à revenus modestes. La salle où avait eu lieu le rituel devint une buanderie banale. Les chambres des 12 hommes furent transformées en réserve. Toute trace physique de ce qui s'était passé disparut progressivement. Abraham écrivit sa dernière entrée de journal en 1853. Elle date du 15 août. C'est cette entrée qui a tant intrigué les historiens. Il écrit « J'ai reçu une lettre aujourd'hui. Je ne sais pas qui me l'a envoyée. Elle ne contenait qu'une seule phrase. Nous étions 13. Je ne comprends pas ce que cela signifie. Ou peut-être que je ne veux pas comprendre. Après cette date, le journal s'arrête. On ne sait pas ce qu'il advint d'Abraham. Aucun registre ne mentionne sa mort. Aucun document ne trace son parcours ultérieur. Il disparaît de l'histoire aussi complètement que Mademoiselle Shaw, aussi complètement que les 12 hommes dont il avait consigné le calvaire. Cette phrase finale, « Nous étions 13 », a donné lieu à d'innombrables spéculations. Qui était le 13e ? Certains pensent qu'il s'agissait de Virginie elle-même, se comptant comme participante du rituel. D'autres suggèrent que Mademoiselle Shaw participait d'une façon qu'Abraham n'avait jamais vue. Quelques théoriciens plus audacieux proposent qu'il y avait un observateur caché, quelqu'un qui assistait au rituel sans qu'Abraham ne le sache. Mais peut-être la vérité est-elle plus simple et plus terrible. Peut-être qu'Abraham lui-même était le 13e, lui qui préparait la baignoire, qui ouvrait la porte, qui observait de loin, lui qui connaissait tous les détails du rituel, lui qui, d'une certaine façon, en était complice par sa présence et son silence. Peut-être que cette lettre mystérieuse était une façon de lui faire prendre conscience de son propre rôle dans l'horreur qu'il avait documentée si méticuleusement. Le journal d'Abraham, retrouvé en 1983, reste le seul témoignage de ce qui se serait passé dans la demeure Caldwell. Aucun autre document, aucun autre témoignage n'a jamais été découvert. Les 12 hommes, s'ils ont survécu à la guerre civile et à l'émancipation, n'ont jamais témoigné publiquement. Mademoiselle Shaw n'a jamais été retrouvée. Les archives officielles ne contiennent aucune anomalie, aucune irrégularité qui pointerait vers le rituel secret. C'est cette absence presque totale de preuves corroborantes qui rend l'histoire si troublante. Si c'est vrai, alors un crime monumental contre l'humanité a eu lieu pendant 7 ans dans le cœur même d'une ville respectable, et personne n'en a jamais rien su. Si c'est faux, alors quelqu'un a créé une fiction d'une cohérence et d'une complexité remarquables, et l'a cachée derrière un mur pour qu'elle soit découverte plus d'un siècle plus tard. La demeure Caldwell n'existe plus. Elle a été démolie en 1984, un an après la découverte du journal. À sa place se trouve maintenant un immeuble de bureaux moderne. Mais parfois, selon certains employés qui travaillent dans le bâtiment, on peut encore entendre des bruits étranges venant du sous-sol. Un bruit d'eau qui coule, des murmures en cercle, des pas qui descendent des escaliers qui n'existent plus. Ces histoires sont probablement juste des légendes urbaines, nées de la fascination morbide que suscite l'histoire d'Abraham. Mais elles persistent, et elles rappellent que certains lieux conservent peut-être la mémoire des horreurs qui s'y sont déroulées, même quand toute trace matérielle a disparu. Le mystère du rituel de Savannah reste donc entier. Était-ce réel? Était-ce une invention? La vérité, comme tant de vérités historiques concernant l'esclavage dans le sud des États-Unis, s'est peut-être perdue dans les silences forcés, les documents détruits, les témoignages jamais prononcés. Ce qui est certain, c'est que cette histoire, vraie ou fausse, continue de poser des questions troublantes sur la nature du pouvoir, de la domination, du secret. Sur ce que les êtres humains sont capables de faire les uns aux autres quand ils sont certains que personne ne saura jamais. Sur les rituels étranges que nous créons pour donner du sens à notre existence ou pour exercer un contrôle sur un monde qui nous échappe. Et sur ces 12 hommes, réels ou imaginaires, qui ont vécu 7 ans dans un sous-sol de Savannah.
participant chaque matin à une cérémonie qu'il ne comprenait pas, qu'il détestait, mais qu'il ne pouvait pas refuser. S'ils ont existé, qu'ont-ils pensé durant ces heures interminables de silence forcé? Qu'ont-ils ressenti en regardant cette femme se baigner dans sa baignoire de marbre, indifférente à leur présence, sauf comme élément d'un décor vivant? Ces questions n'auront probablement jamais de réponse, mais elles continuent de hanter ceux qui lisent le journal d'Abraham, ceux qui étudient cette histoire étrange. Elles nous rappellent que l'histoire n'est pas seulement faite de grands événements et de personnages célèbres. Elle est aussi faite de petites horreurs cachées, de souffrances privées, de rituels incompréhensibles accomplis dans l'ombre, pendant que le monde en surface continue comme si de rien n'était.